Bonjour tout le monde et bienvenue du coup dans ce 42e épisode de l'Entonnoir du Bitcoin, épisode des vacances, hein, clairement. On est en plein début août. J'espère que tout le monde va bien et que tout le monde profite. Alors, cette semaine, on va essayer d'être les cinq, mais ça va être un peu décousu. Je commence le podcast simplement avec Guillaume. On verra si les autres se joignent à nous. On a trois sujets. Le premier sujet, on va parler un peu de l'Académie des coups Bitcoin, simplement parce que j'aimerais avoir un peu l'avis de la communauté par rapport aux priorités de formation à venir. En gros, voilà, je trouve qu'on a des bonnes bases. On a une formation sur l'économie autrichienne, une autre sur la cryptographie, comment faire tourner un nœud, avoir des bitcoins. Où est-ce que vous voulez qu'on approfondisse? Qu'est-ce que vous pensez qui est nécessaire et qui manque pour les débutants? Ce sera un peu une discussion ouverte pour ceux qui veulent se joindre à nous. C'est le sujet 1. Sujet 2, ce sera un sujet trop cool qui s'appelle les stable SAT. Donc, c'est comment créer des dollars synthétiques sur Lightning Network. Et plus particulièrement, on va parler de la solution de Galoy. Galoy que vous connaissez, le portefeuille qui vient de lever 4 millions. Donc, on va regarder en détail comment, avec des contrats swap inversés, ils arrivent à maintenir un peg, etc. Troisième sujet, ce sera plus une discussion ouverte sur le risque potentiel d'une coalition de plein d'acteurs qui créent des stablecoins pour un petit peu avoir beaucoup d'emprise sur le réseau si finalement, j'ai pas compris le sujet 3, mais il paraît que c'est important d'en parler. Donc on en parlera peut-être à la fin. Sur ce, je vous propose de commencer avec le sujet 1 de l'académie, où je vais vous expliquer un peu où est-ce qu'on en est. Je vais vous mettre un lien dans la description YouTube. Malheureusement pour le Space, vous allez devoir me suivre en live. Mais dans le lien YouTube, voilà, vous aurez un petit récap des formations que j'ai envie de produire, leur curriculum. Et si vous voulez mettre des avis, des pouces ou quoi, je ferai en sorte que c'est facile. Donc, grosso modo, l'idée, c'est simple. Aujourd'hui, Découvre Bitcoin, ça veut être la première académie, université Bitcoin au monde, donc 100% open source, où plein de créateurs peuvent facilement rajouter du contenu. Donc, on a par exemple Fanis qui a créé une formation sur le Lightning Network assez détaillée. On a Loïc qui est dans le chat, qui est en train de nous créer une formation sur la cryptographie. Moi, j'en ai déjà créé un certain nombre. Je sais que Fanis bosse sur une deuxième formation, etc. Le principe de l'académie, du coup, c'est que tout le monde puisse créer d'autres formations. Et moi, en tant que découvre Bitcoin, je continue à faire celles que personne n'a trop envie de faire. Et en fait, là où j'ai besoin de vous, c'est savoir un petit peu les priorités. Donc, on joue par année à l'académie, simplement parce que il faut que les gens puissent être emmenés vers Bitcoin. Les objectifs, ils sont clairs, c'est que tout le monde puisse avoir sa clé privée. Objectif numéro un. Objectif numéro 2, c'est tourner un nœud. Et encore, c'est peut-être pas le deuxième. Je pense que le deuxième objectif, c'est que les gens comprennent que Bitcoin, ça sert à être dépensé en plus d'être holdé. Donc, vraiment créer l'économie circulaire, je pense que c'est la deuxième priorité de l'académie. Et troisième priorité, c'est faire partie du réseau, donc regagner sa vie privée et avoir un nœud. Aujourd'hui, en première année, on s'attarde vraiment sur la première section, qui est comment comprendre ce qu'est cette révolution qui est Bitcoin, obtenir sa clé privée. Je t'ai déjà approuvé, le Vas-y, je t'ai approuvé. Hop. Comment obtenir sa clé privée, avoir ses premiers bitcoins, etc. Donc toute la première année, les deux premières formations, Bitcoin 101, Bitcoin 102, c'est sur obtenir ses premiers bitcoins, les sécuriser. La deuxième année, on focalise Lightning Network, nœud et économie autrichienne. Mais il y a quasiment aucune formation sur, par exemple, vraiment accepter Bitcoin pour son commerce. Je pense que c'est déjà trop poussé. Ou alors dépenser Bitcoin. Et après, troisième année, on attaque vraiment Lightning Network et la cryptographie. Les questions que j'ai pour vous, c'est à quel point vous pensez qu'aujourd'hui, le marché est prêt et les débutants sont prêts à, par exemple, faire une formation qui les pousse à dépenser des satoshis? Ou est-ce que vous pensez qu'il y a vraiment une demande des commerçants pour avoir une formation pour accepter Bitcoin? Ou est-ce que vous pensez qu'en fait, finalement, il vaut mieux se concentrer sur des trucs un peu plus pratiques qui sont du style gestion des outils EXO, utilisation d'une cold card, un peu des trucs plus maxi. En fait, c'est est-ce que on focalise pour des gens qui sont déjà dans Bitcoin et ils veulent aller beaucoup plus loin. Donc, accepter pour des commerçants, clairement, c'est pas tout le monde. Gestion d'outils Exo, Sparrow, Coldcard, c'est pas tout le monde. Ou est-ce que c'est peut-être important de repartir sur les bases et parler plus du minage, repartir sur les bases et leur faire une formation en mode dépense des Satoshi, etc. C'est un peu le dilemme que j'ai en ce moment, c'est me dire, est-ce que on va à fond maxi et on se dit, bah ouais, on est une niche de personnes très poussées, on va essayer d'aller le plus loin possible pour faire des gros bitcoiners, ou est-ce que finalement il faut encore accompagner plus les débutants à par exemple
voilà, bah, comme je dis, dépenser leur premier Satoshi facilement ou alors les aider à arrêter de piler. Voilà, je sais pas. Guillaume, je vois que tu as la main levée, je lance le débat. Ouais, bah écoute, franchement, déjà, l'idée de l'académie en soi, elle est géniale. Et heureusement qu'on a quand même des gens comme Loïc, comme Fanny, comme toi, etc., qui sont prêts à faire ce travail de l'ombre pendant un certain temps avant que ça soit reconnu. Moi, la manière dont je vois les choses, c'est que tant qu'on n'a pas atteint l'hyper-bitcoinisation, la priorité, ça reste quand même les nouveaux arrivants, ça reste de bien appliquer les bases, etc. Parce qu'aujourd'hui, si tu dis, voilà, en France, je vais dire une connerie, mais voilà, il y a 10 millions de personnes qui savent ce que c'est Bitcoin. Il y en a combien réellement qui savent ce que c'est une clé privée? Il y en a combien réellement qui savent ce que c'est une clé publique? Et pour eux, en fait, ce genre de contenu, c'est du contenu technique. Et donc, la manière dont je vois ça, c'est que tu as tout intérêt à te focaliser là-dessus parce que de un, c'est le plus important pour Bitcoin. Et de deux, à mon avis, c'est là où il y a le potentiel pour le plus de personnes qui vont, en termes d'étendue du marché, c'est là où il y a le plus de personnes. Ouais, Ouais, je voudrais moi, bien par exemple. Ah, désolé, ah, pas de je pense, problème. je pensais par exemple faire une formation par exemple sur la finance de base, parce que bah, Bitcoin, ça reste quand même il y a de la finance indirectement. Pour comprendre le fiat, il faut comprendre un petit peu, donc juste leur mettre des bases sur l'épargne, les différents acteurs, différences entre les banques centrales ou les banques commerciales, tu vois, tout ça. Je me dis, c'est assez débutant, c'est le genre de formation qui va clairement donner beaucoup de visibilité. Par contre, ça aide pas enfin, ça les emmène après vers Bitcoin et le reste, mais ça va pas les apprendre à gagner leur vie privée ou quoi. Donc, tu penses qu'il faut quand même vraiment remettre une couche pour la masse et les orange pilés encore plus d'un autre angle, c'est ça? Ouais, clairement. Et en fait, ma crainte, c'est que nous, tous en France, là, les personnes qui participent à ce space, le groupe Maxi, etc., on vit tous dans une bulle. Et même si on sait pertinemment que les gens ont encore besoin d'apprendre les bases, etc., on a parfois tendance à vraiment ne pas se rendre compte de à quel point pour les gens, Bitcoin, c'est un concept absolument extraterrestre, à quel point juste comprendre l'inflation, comment ça fonctionne, pour certaines personnes, c'est hors de portée parce qu'ils n'ont jamais appris ça à l'école, ou alors ils s'en foutent. Et donc, il y a des centaines d'angles différents que tu peux approcher pour essayer de faire comprendre Bitcoin à certaines personnes. Donc pour moi, c'est vraiment la priorité absolue. Et peut-être que dans 50 ans, on pourra commencer à parler de trucs techniques. Mais pour l'instant, je pense que les gens qui cherchent vraiment de la technique, ils vont la trouver tout seuls et ils vont, tu vois, aller chercher du contenu à la Loïc, à la Fanny, etc. Fanny? Ouais, ouais, Non, moi je voulais dire oui, que... Lounès, désolé. Moi c'est Lounès. Je voulais dire, je suis assez d'accord avec Guillaume. Il faut se concentrer principalement sur la masse parce que pour moi, plus tu avances dans Bitcoin et plus tu en apprends, plus tu es capable de en fait, trouver tes ressources tout seul. Et au-delà du francophone aussi, enfin, approché par des ressources plus anglophones. Et puis, en fait, plus tu avances, plus tu es autonome, quoi. Donc pour moi, c'est plus important de se concentrer sur la masse, les faire rentrer, leur donner les bases, etc. Et après, ils seront de plus en plus capables de faire leurs recherches eux-mêmes. Ouais, je veux bien, parce que par exemple, là, mon gros dilemme, c'est deux formations, par exemple. Ce serait Sparrow, Coldcard, mixage, générer soi-même sa clé privée, vraiment un truc assez poussé. Deuxième, c'est vraiment Bitcoin, finance 101, c'est quoi l'inflation, c'est quoi les conséquences, des trucs de base, ou même une formation, je sais que David Saint-Ange, petit spoiler, il va sûrement nous faire une formation sur les hyperinflations, des cas d'exemple. Je pense que ça, en fait, ça va beaucoup mieux marcher que clairement vous faire une formation pour vous tous en mode voilà comment on mixe. Toutes les semaines, j'ai des gens qui me demandent comment on mixe. Toutes les semaines, j'ai des gens qui me disent comment on peut mieux garder sa vie privée ou des trucs comme ça. Mais clairement, je pense que si vous voulez ce genre d'infos pour tous les viewers qui nous écoutent, le Discord, il est bourré d'infos. Et au pire, il suffit juste qu'on fasse deux, trois articles et qu'on foute tous les articles un peu plus poussés quelque part et on perd pas de temps. Enfin, désolé de dire perdre du temps, mais on passe pas des heures et des heures, des centaines d'heures à faire des formations pour toucher 400 personnes, quoi. Même si c'est important, et c'est ça qui me déplaît, parce que si tu veux créer des vrais bitcoiners ou si tu veux que les gens travaillent dans Bitcoin, il faut des formations beaucoup plus poussées pour les former. Des sessions de demande de la parole. Tac. Ouais, session, vas-y.
Vas-y, Session. Bonjour tout le monde. Ouais, bah, du coup, je veux dire, ouais, c'est vrai que, comment dire, c'est sympa d'avoir pas mal de contenu qui est vraiment différent. Parce que quand t'arrives dans Bitcoin, c'est vrai que tu t'attaques directement à un gros truc, genre, c'est, comment dire, tu dois avoir le côté tu dois avoir la notion, enfin, des notions en réseau, tu dois avoir un petit peu de notion, comment dire, en cryptographie, tu dois avoir un peu de notion en économie aussi, et c'est plein de sujets qui, comment dire, peuvent être quand même liés, mais voilà, ça reste plein de sujets différents, des rabbit holes entre guillemets différents, et c'est clair que voilà, c'est bien d'avoir un contenu, comment dire, généralisé où tout le monde peut vraiment prendre chaque aspect et pouvoir, comment dire, dive dedans, quoi. Mais par exemple, je comprends ce que tu veux dire, c'est pour ça qu'on a essayé d'avoir un peu tout. Et donc là, maintenant, entre un contenu crypto, une formation sur l'économie autrichienne, Lightning théorique et pratique, et gérer son nœud et tout le bazar, je me demande à quel point, par exemple, faire une deuxième formation sur l'économie autrichienne, plus poussée, ça a vraiment du sens à l'heure actuelle, tu vois. Comparé à s'attaquer à d'autres gros morceaux qui est en mode une formation, par exemple, comment faire allez, en 1 heure et demie, quelqu'un à faire pour que vraiment l'expérience utilisateur d'un débutant, d'un mec qui rentre, allez, ce week-end, je m'intéresse à Bitcoin, et en moins d'1 heure, le mec, il a un peu compris, il a des sats sur son wallet, il a acheté quelque chose, il a fait une petite donation, il a envoyé 200 sats pour essayer un truc, et il en a obtenu. Tu as réussi en 1 heure, réussir à créer tout ce parcours utilisateur. C'est vachement dur et je me demande si, à quel point ça pourrait apporter une valeur ajoutée à l'écosystème français ou pas. Je sais pas si vous voyez ce que je vais essayer de créer. Alors ça, moi, je suis désolé, ça coupe un peu tout le temps, que je sais même pas s'il y a d'autres personnes qui parlent, mais ouais, c'est clair que avoir un petit truc comme ça qui serait condensé en même pas 1 heure, où la personne, elle a déjà un wallet, etc., et qu'après, continuellement, elle peut commencer à prendre, comment dire, les différents cours, etc., c'est demandeur, ouais. Et question par rapport à ça, du coup, est-ce que vous pensez que intégrer du faux SAT, enfin du test net, ça peut être une solution ou est-ce que ça va embrouiller les gens? Parce que si on intègre du test net, on peut leur dire de télécharger un wallet, ça veut dire qu'ils claiment des faux bitcoins, ils peuvent tout de suite payer, voir comment ça fonctionne, mais bon, bah, tout est faux. Et moi j'ai peur que ça embrouille les gens, mais c'est peut-être une solution aussi. Je sais pas s'il y a des points de vue. Alors il y a deux personnes qui demandent la parole, donc je vous la donne, sinon Ouais, répondez. moi, ouais, pareil, j'ai un peu peur que ça embrouille les gens, le testnet, surtout que souvent, c'est des configurations un peu cachées dans les wallets, etc. Et en vrai, pour tester, surtout si les tags, il vaut mieux mettre un petit faucet qui file 10, 50 sats, tu vois, un peu ce qu'avait fait John pour Surfing Bitcoin, avec des limites, etc., évidemment. Mais je pense que c'est mieux de tester avec des petites valeurs en vrai sats que des grosses en faux sats. Ouais, Surtout que sur Bitcoin, ça fonctionne exactement pareil que tu en aies beaucoup ou pas beaucoup. Donc au final, il y a pas vraiment besoin, quoi. du coup, en fait, une de mes solutions, ce serait par exemple, si les mecs ils font les deux premières formations, on leur fait faire un test où il faut qu'on arrive à valider qu'en fait qu'ils aient participé, et là ils ont droit à une faussette qui apparaît, tu sais, histoire qu'on soit pas dox et que, enfin dos, et qu'on se laisse prendre toute la liquidité du wallet. Et du coup, ça fait que quand ils font par exemple la formation numéro 3, on leur donne 80 satoshi au début de la formation pour qu'ils puissent faire. Euh, mais là, du coup, il faut trouver un mécanisme qui empêche de vider toute faussette. Et ça, ça a l'air assez galère quand même, j'ai l'impression. Je sais pas, j'ai vu que John est arrivé. Je pense que c'est moins galère si c'est sur le site de l'académie et que il faut un compte sur l'académie pour pouvoir claim le truc, tu vois. Il y a moyen de faire un truc un peu plus résilient si c'est pas sur un site complètement open. Et le souci derrière moi, c'est du coup, juridiquement, ils vont considérer que je donne de la thune. Ou du moins l'académie. Donc il faut que je sois plus dedans, ou faut qu'elle soit tellement open source que je la lègue à une entité. Enfin, tu vois, il y a aussi ce problème-là qui apparaît tout de suite, parce que c'est rattaché à des coûts Bitcoin et à moi, du coup. Bah, franchement, le plus simple, ça reste de donner des bitcoins testnet, hein. Vous mettez un wallet genre, il y en a en plus, je crois, sur Play Store, genre des, John, il faut que tu te mutes, s'il te plaît.
des wallets testnet et au moins tu dis à la personne que c'est un Bitcoin entre guillemets bêta à la limite, qu'il peut faire tout et n'importe quoi avec, que de toute façon ce Bitcoin là vaut rien et puis voilà, parce que si c'est pour voilà se doxer ou donner, enfin comment dire, même pas, enfin donner de l'argent c'est bien, c'est juste le fait voilà que ce soit doxable etc et que ça puisse créer des ennuis, je pense vaut mieux pas se casser la tête quoi. Sinon, ce qu'on peut faire, c'est que le faucet, il peut être hébergé par quelqu'un d'autre que l'académie, mais par contre, via les systèmes d'API, tu puisses créer en fait un faucet par utilisateur, mais au final, c'est pas hébergé chez toi, quoi. Ouais. C'est vrai que c'est tordu, je sais. Non, c'est tordu, mais ça peut marcher parce que du coup, même si c'est moi qui refile tout le temps ce wallet en cas où ici ou non, peu importe, ou si la communauté dit vas-y, je vais remettre je sais pas, 4000 sats, 4000 sats, ça fera X nombre d'étudiants, ça peut être intéressant de dire bah moi j'ai pas la liquidité, j'ai juste un plugin qui finalement intègre une donation Bitcoin. Yves, je sais que vas-y. Justement, ouais, non, c'est encore mieux si c'est communautaire plutôt que ce soit à toi. C'est plus intéressant que, tu vois. Ouais, je pense que c'est plus intéressant. C'est encore mieux, quoi. Ouais, je suis assez d'accord. Vas-y, Yves. Ouais, moi je me rappelle qu'il y a longtemps quand Gavin Andresen, il avait son faucet qui donnait 5 bitcoins. On peut tout à fait imaginer que John, par exemple, pour le rendre volontaire, mettre en place un système de faucet où il y a des gens qui peuvent faire des donations à coût de 5 Satoshi sur du Lightning et avec un CAPTCHA ultra basique standard chez Google. Il n'y a personne qui va te faire un DOS de ton site pour te voler à coût de 5 Satoshi à la fois, tu vois. Alors, méfie-toi parce que les gens qui sont très courageux pour aller récupérer des... Bon, c'est vrai. C'est vrai, mais disons, voilà, dans l'idée, il faut juste rendre les choses un peu désagréables, un petit peu contraignantes, et puis à partir de là, bah, effectivement, techniquement, 5 Satoshi ou même 1000 Satoshi, ça représente quelque chose, mais s'il faut s'amuser à faire des captchas dans tous les sens, il n'y a personne qui va s'amuser à faire ça parce qu'il y a d'autres endroits qui sont plus intéressants pour coder un bot, quoi. Après, je voulais juste revenir sur le sujet d'avant, par rapport à la grande queue, comme ils appellent ça en anglais, de long tail. L'idée, c'est qu'effectivement, on peut pas faire plaisir à tout le monde tout le temps, et que je pense qu'il faut que tu te concentres sur les 20% d'efforts qui font 80% de résultats ou 80% de reach, parce que sinon, effectivement, après, il y a une manière par personne d'aborder Bitcoin, en fait. Donc, tu vas pas pouvoir faire ça. C'est impossible. Donc, en fait, je pense que ce qu'il faut, c'est qu'il y ait plus de podcasts, plus de sites, plus de tout, que chacun se spécialise dans sa niche qui lui fait plaisir. Mais après, si tu veux pouvoir toucher le plus de gens possible, il faut que tu vises 80%, quoi. Ouais, donc débutant, je m'attarde sur Finance 101 et je m'emmerde pas à aller sur Bitcoin 302. Mais un peu de tout, un peu de finance, un peu d'hyperinflation, un peu d'économie autrichienne, un peu de tech, un peu de privacy, un peu de machin. Et puis après, effectivement, une fois que tu deviens super riche et que on est en train de se rapprocher de l'hyper-bitcoinisation, là, tu auras un staff de 50 personnes, et puis tu fais les classes numéro 3 et les classes numéro 4, les spécialisations, un master, tu te fais accréditer pour pouvoir faire que ton master il soit reconnu dans les universités à l'international, etc., etc. Mais tu peux pas commencer par ça. Ah, ok, je vois ton point de vue. Hein. Je pense. Parce qu'après, c'est un peu comme la musique. Je veux dire, si tu veux faire une chaîne de radio aujourd'hui, soit tu te spécialises dans un machin, tu dis, bah voilà, nous, on fait que du jazz, hip-hop des années 60 de l'ouest de Detroit. Et puis ça va être... les gens qui vont écouter ça, ils vont adorer. Mais la plupart des gens vont pas écouter. Ou alors, tu fais une radio type commercial, normal. Et puis, tu passes les nouveautés. Et puis, tu sais que c'est un peu commercial, quoi. Ouais, ok, je vois. Merci pour tes feedbacks. Et puis je remercie John pour le faucet qu'il va mettre en place.
Auquel on va tous donner 1000 Satoshi. On va en parler à Surfing, et peut-être que je ferai un jour un Twitch dédié au Faucet Lightning, parce que c'est vrai que le Faucet Lightning m'intéresse. Niveau formation, je continue à bosser de mon côté. Puis à Surfing, j'ai un stand. Vous pourrez retrouver un petit booklet de la vision, d'un peu plein de trucs. Donc vous aurez des infos si vous êtes là. Ce sera cool. L'heure tourne. Alors je vous invite à passer sur le deuxième sujet, qui va être du coup sur les stable sats. Et donc principalement suite à une annonce de Galoy. Alors Galoy, on n'a plus besoin de les introduire, hein, on les adore, c'est ceux qui créent le wallet Bitcoin Beach. Donc ils ont réussi à faire une deuxième levée de fonds et ils ont levé 4 millions, ce qui est super. Et pour faire simple, ils créent une sorte de d'IPA, enfin d'IPI, de solutions bancaires Bitcoin native open source. Donc l'idée, c'est qu'ils créent un outil pour que toutes les personnes qui veulent utiliser Bitcoin correctement, toutes les sociétés qui veulent utiliser Bitcoin, tous les villages qui veulent utiliser Bitcoin, peuvent devenir leur propre banque Bitcoin en utilisant leur solution open source. Ce qui est plutôt cool. Et du coup, leur nouveau service qu'ils ont dévoilé en même temps que la levée de fonds, c'est StableSat. Et c'est l'idée de créer du coup un dollar synthétique sur Lightning. Et donc sur un portefeuille Lightning. Donc maintenant, dans ton portefeuille Lightning Galoy, tu as aussi bien des sats, donc des bitcoins, que des dollars. Alors comment est-ce qu'ils arrivent à faire ça? Ils font ça grâce à ce qu'on appelle des inverse perpetual swaps, donc des swaps inversés. Donc pour vous le faire encore plus simple, ce qui va se passer, c'est qu'on va passer par un échange centralisé, en l'occurrence Galoy, pour mettre vos bitcoins en contrat collatéral, qui va vous permettre finalement de hedge le prix, donc de varier, de vous prémunir ou de vous protéger de la fluctuation du prix Bitcoin-dollar tout le temps. Donc grosso modo, en faisant ça, si jamais Bitcoin descend, vous gagnez en gains non réalisés en dollars. Et si jamais Bitcoin monte, vous avez des gains, des pertes non réalisées. Ce qui finalement va faire que votre dollar ne bouge pas. Je ne sais pas si c'est clair, mais c'est à peu près comme ça que ça marche. Alors, attendez, il y a Lounès qui redemande à parler. Je vois qu'il bug pas mal. Ce qui est assez ouf avec cette solution, c'est que c'est assez simple. Il n'y a pas besoin d'avoir une banque, il faut juste un portefeuille Lightning. Vous faites confiance non pas aux émetteurs du stablecoin, mais à l'échange qui respecte bien ses contrats. Donc évidemment, il y a toujours des risques de contrepartie. Évidemment, il y a des risques également de liquidité, comme dans tous les contrats. Il y a des risques de auto-deleverage, c'est-à-dire que si jamais le prix monte trop haut ou monte trop bas, il peut y avoir des réajustements des contrats. Donc évidemment, c'est pas pour laisser toute votre fortune là-bas. Par contre, pour les pays qui ont besoin d'utiliser des dollars dans leur vie de tous les jours, mais qui n'ont pas de système bancaire, avoir ce genre de solution permet d'avoir un portefeuille qui fait à la fois dollar et à la fois Lightning, tout en étant 100% sur Lightning. Parce que comprenez bien que du coup, ces dollars ne peuvent pas être rapatriés vers le système bancaire traditionnel ou dans une banque. Voilà, les frais sont absolument pas chers parce que ça reste Lightning. Et l'intérêt que ce soit Galoy qui le crée, c'est qu'en fait, il nous crée une sorte de template. Et après, si vous voulez pas utiliser la solution de Galoy qui passe du coup par OKX, l'échange, si ça vous parle, vous pouvez simplement recréer le même système avec un autre échange et être vous-même contrepartie. J'espère que c'est à peu près clair. Je vois qu'il y a Théo qui est en train de péter un câble et demander la parole. Il y a également Session et John. On va commencer par John et je vous rajoute tous en discussion. Ouais, mais du coup, le truc, il a rien de nouveau parce que en fait, ça existait déjà en moins connu. Bah, forcément, Galoy, il y a plus de visibilité, mais il y a StandardSat qui fait la même chose. C'est des hosted channels avec du dollar synthétique. Donc, ça existait déjà, mais je pense que tout le monde s'en fichait finalement. Après, la petite remarque, c'est que, comme tu dis, il y a des choses qui me semblent un petit peu contradictoires. C'est qu'il y a tout un tas de risques qui sont que tu viens de citer, donc il ne faut pas mettre toute sa somme, mais en même temps, c'est plus apparemment pour des pays pauvres qui ont peut-être plus de tendance à mettre entre guillemets toutes leurs économies dans en dollars synthétiques. Du coup, je pense que c'est eux qui vont être le plus exposés au risque en cas de grosses variations ou de déni de service au sens on rend le service de collatéralisation.
du dollar synthétique. Donc je sais pas, un peu mitigé. Ouais, je comprends. Moi, je le voyais comme en fait, il crée la solution et après, je sais pas si Galoy veut être le plus gros échange ou le plus gros fournisseur de ça. Je pense qu'ils veulent que du coup toutes les petites communautés gèrent eux-mêmes leurs propres risques et créent la même solution assez facilement via un autre échange pour justement mitiger un peu ce risque de centralisation de tous les contrats dans les mêmes plateformes d'échange ou via les mêmes counterparty risques, à savoir par exemple pour nous Galoy en ce moment. Ben, Mais ça peut être après, n'importe quelle wallet. enfin, tu vois, c'est là où je me dis, est-ce qu'il y en a beaucoup des places de marché suffisamment liquides pour qui proposent des comme on dit, inverse perpetual swap. Par exemple, les market, c'est ce qu'ils utilisent pour leur ticker, enfin leur produit. Et ils se basent, alors je sais plus sur quelle plateforme, mais est-ce qu'au final, c'est pas être une apparence en fait distribution de l'outil open source, mais que ça va finalement utiliser en fait les mêmes produits financiers réels derrière, donc finalement avoir des risques systémiques partagés, tu vois. Clairement, il n'y a pas beaucoup de plateformes ou de personnes qui sont capables de faire des contrats aussi compliqués parce qu'en soi, même si dénominés en dollars, tous les risques ils sont en Bitcoin. Ça veut dire que le levier est en Bitcoin. Ça veut dire que tes collatérales sont en Bitcoin. Enfin, c'est des produits assez complexes et il y a que des gros échanges Bitcoin qui peuvent les comprendre ou les gérer pour l'instant. Peut-être qu'après tout le monde s'y mettra, mais clairement, c'est un peu niche pour le moment. Théo, tu voulais parler et puis après session. Ouais, salut à tous. Non, je me demandais juste comment est-ce qu'ils gèrent l'éventuel coût de maintien de la stable channel, dans la mesure où, pour expliquer un petit peu peut-être aux ceux qui ne sont pas familiers comment marchent les perpetual swaps, en fonction on va dire, de la conjoncture de marché, il y a soit les longues, soit les shorts qui doivent payer un intérêt à l'autre côté du marché pour maintenir la position ouverte. Donc en général, en bull market, c'est les longues qui payent les shorts pour, entre guillemets, acheter ce levier. Et en bear market, c'est plutôt l'inverse. C'est en général les shorts qui payent les longues pour pouvoir maintenir leur position short. Et du coup, si j'utilise Galoy, quand je cherche à avoir une position stable en dollars, structurellement, je suis short. Donc, quand on est en bull market, il n'y a pas de souci. Limite, je gagne un intérêt sur le fait de maintenir ma position. Par contre, quand on est en bear market ou assimilé, comme ça peut être le cas depuis des mois, il y a un coût qui doit bien être payé par quelqu'un. Et je me demandais comment est-ce que c'était traité dans le système de Galoy, si jamais tu as regardé. Alors, j'ai pas pu regarder. Ouais, vas-y, je sais pas, quelqu'un a pris la parole? Non, j'ai eu un bug. Ok. Alors, j'ai pas regardé en détail. Par contre, alors déjà, ce que j'ai oublié de dire, c'est que c'est déjà en V1, donc on peut tester. Hein, c'est open source et il y a également la structure des contrats qui sont disclose en open source, donc visible. Donc, on a l'info sur le GitHub. J'avoue que j'ai pas le temps de regarder. Par contre, ce qu'ils disent sur les articles, c'est que en effet, s'il y a une période de funding négatif trop longue, ça pourrait amener à ce que les shorts se fassent manger. Et donc, ça pourrait impliquer que c'est plus stable. Donc, clairement, ils disent déjà à la base, les problèmes, ça va être ce que tu viens de citer. J'imagine que c'est eux qui prennent le coup avec, par exemple, leur levée de fonds et en amenant du volume sur OKX. Et à mon avis, ça doit être un partenariat comme ça. Euh, mais plus en détail exactement, je sais pas. Ils disent que les frais sont bas, ça veut dire qu'il n'y a pas de frais. Donc j'imagine qu'ils prennent également un pourcentage ou quelques sats à chaque transaction. Parce qu'en gros, quand tu as ton portefeuille Lightning, tu peux, en appuyant sur un bouton, ça transforme en dollars synthétiques et vice versa. Et quand tu payes, tu peux par exemple payer un marchand Bitcoin avec tes dollars synthétiques ou vice versa. Donc j'imagine que eux se mettent à l'intermédiaire de ça et prennent des frais. Et c'est comme ça qu'ils payent leurs problèmes de liquidité ou alors leur funding. Je sais pas si ça fait du sens, mais c'est ce que j'ai compris de l'article. Après, j'ai pas eu le temps de regarder le GitHub exactement, ni de tester. La V1 est sortie. Mon surfing pouvoir essayer pour en parler avec Nicolas Burtret, qui y sera. Je sais pas si ça t'aide dans ta réflexion. Sinon, excuse-moi, je te coupe, mais sinon, si vous voulez tester, c'est pas Galog, mais il y a déjà un wallet qui fait des trucs, je l'ai déjà dit, un standard set. C'est un wallet, c'est un fork de Simple Bitcoin Wallet. C'est exactement ce qui est décrit, c'est open source, c'est backé sur Collider, voilà. Donc, si ça vous voir à quoi ça ressemble de payer en SAT avec du dollar synthétique, vous pouvez déjà le faire.
avec Et cette John, situation. important, je suis d'accord avec toi. Ils en parlent, hein. Ils ont tout un article sur justement quel était le passé de ces trucs et ils acknowledge, enfin knowledge, je ne sais pas comment on dit en français. Ils expliquent les différentes évolutions et les concurrents et clairement ils n'ont pas inventé la roue. On est d'accord là-dessus. J'ai cassé l'ambiance comme toujours. Je suis désolé. Théo, ou si tu avais un truc à rajouter, sinon session. Non, merci pour ta réponse. J'avais regardé un peu le GitHub de Galoy aussi, mais il y a presque un an, un peu moins que ça. Donc le problème n'était pas vraiment adressé à ce moment-là. Et juste du coup, une petite remarque, si jamais c'est eux qui internalisent le risque lié à la fluctuation des premiums, effectivement, il n'y a que deux possibilités. C'est soit il y a un risque de bust complet, quoi. Parce que si jamais trop de gens veulent maintenir des stable channels et qu'eux, ils n'ont pas suffisamment pour couvrir les risques les frais de funding, pardon, ils vont être obligés d'unwind tout ça de manière un peu précipitée. Ou alors, ça va être unwind au niveau du client et donc on peut se retrouver en fait à plus être stable à un moment donné, ce qui est peut-être après pas forcément le truc le plus préjudiciable du monde. Mais voilà. Et du coup, j'avais compris comme toi, mais d'accord qu'il n'y a pas de perte parce qu'en soi, la liquidation elle fait simplement que tu repars en Bitcoin. Donc, le jour où ça dépègue, ce qui se passe concrètement, c'est que toute la balance dollar repasse simplement en Bitcoin au taux de change. Ils repartent pas, il n'y a pas de perte de capital, il y a juste un dépègue. Ou est-ce que j'ai pas compris? Ouais, alors en fait, ça dépend comment ils ont structuré leur système. Parce que en fait, si ta channel, entre guillemets, elle reste. Si ta position, elle reste ouverte, quoi qu'il arrive, en fait, tu vas voir ta position fondre en dollars parce que tu vas payer sur ton collatéral Bitcoin le funding rate au fur et à mesure. S'ils ont un système, on va dire, d'auto unwind de la position, à ce moment-là, ouais, je pense que c'est l'option que tu décrivais, c'est-à-dire que tu vas te retrouver exposé à Bitcoin alors que tu pensais ne plus l'être. Peut-être si tu as une notification push dans l'appli ou un truc comme ça. Après, voilà, il n'y a pas forcément de perte de capital s'ils opèrent comme ça, effectivement. Cool, merci. Session, vas-y. Ouais, j'ai plusieurs questions. Est-ce que déjà c'est interopérable? C'est-à-dire que il y aurait différents providers de stablecoin synthétiques et s'il y a deux clients en fait des deux banques qui sont en échange, est-ce que ça marche? Le fait que tu sais on puisse redeem sur deux banques différentes deux stablecoins qui ont été émis voilà de banques différentes. Est-ce que du coup on a besoin de faire un KYC comment dire chez le truc là où c'est custody? Et aussi, est-ce que ce serait possible de, comment ça s'appelle, même le mettre sur Fedimint, puisque du coup, tu pourrais avoir accès à comment dire, des portes pour avoir du dollar directement contre du fiat, etc. Et ça faciliterait beaucoup comment dire, les rampes, etc. pour acheter du Bitcoin. Ok, je vais me lancer. Je pense pas avoir la réponse à toutes tes questions. Par rapport à l'interopérabilité, j'ai cru comprendre que l'idée c'était que oui, ça le soit. C'est pour ça justement que c'est Lightning native. Donc, si derrière Rando passe. Ok, désolé. Donc je pense que oui. Je pense que du coup, comme c'est Lightning, l'idée c'est que à terme, ça puisse switcher de wallet en wallet. Puis finalement, ça reste des canaux Lightning, si j'ai bien compris, hein, qui font partir ces contrats back. Après, peut-être que j'ai mal interprété le truc. Donc, je pense que l'idée, c'est que ça l'est. Euh, pour Fedimint, j'avoue que je ne sais pas, du coup. Et ta deuxième question, c'était est-ce que c'est KYC? Je pense pas que ça soit KYC parce qu'il n'y a pas de banque. Et je pense que c'est Galoy qui, en fait, simplement prend les bitcoins pour les mettre en collatéral. Après, est-ce que eux, ils doivent te KYC? Je sais pas, sachant que leur portefeuille n'est pas KYC. Je vois mal pourquoi d'un coup ils rajouteraient une option. C'est pas vraiment dans leur éthique de Non, le c'était faire. juste une question. Non, non, je vois Techniquement, bien. en fait, je pense que c'est suffisamment open source. C'est comme c'est un outil, ils le feront pas. Par contre, comme c'est un outil communautaire, je pense que ça va être après à chaque communauté de se plier ou pas à la réglementation locale. Donc peut-être que tu vas te retrouver avec des futurs Galoy KYC parce que si tu le fais pas,
t'as l'armée qui débarque. Enfin, tu vois, tu vois ce que je veux dire? Non, C'est oui, t'as le raison. risque. Je pense que c'est exactement ça. Donc, Après, StandardSat, par exemple, ils le font et ça l'est pas. Enfin, c'est pas KYC. Donc, théoriquement, ils peuvent très bien le faire sans KYC, quoi. Il n'y a pas de contrainte, hormis légale. ouais, je pense que, en tout cas, en l'état des législations, je vais parler juste pour les États-Unis et l'Europe, je pense que tu peux faire ça sans KYC parce que tu touches pas au système bancaire, tu touches pas à ces canaux, tu dépends pas d'un bilan financier bancaire, tu as des positions collatéralisées en crypto, etc., etc. Donc même, je sais qu'il y a pas mal d'échanges qui arrivent encore à servir des échanges qui font uniquement des dérivés qui arrivent à servir des clients, même en Europe, sans KYC. Donc j'aurais tendance à dire que en l'état de la législation, c'est peut-être pas absolument nécessaire. Je pense que Galoy, il n'y a pas besoin. La question, c'est plus si OKX, l'échange, le veut. Mais en soi, c'est Galoy qui est KYC. C'est eux qui prennent, c'est custodial. Donc finalement, je pense pas qu'ils aient besoin de le faire par chaque personne. Pour chaque personne. Le risque, c'est que même si c'est pas actuellement nécessaire, on pourrait imaginer par rapport à une prochaine crise systémique, des personnes qui se sentiraient flouées, puis après une aura la LUC. Un exemple qui voudrait défendre le consommateur viserait en fait à des réglementations plus fortes, un MiCA 10 par exemple, forçant à le faire, quoi. Ouais, probablement. Et tu as raison que comme c'est un outil, par exemple, imaginons à faire l'exemple typique, un StackingSat décide de l'utiliser, forcément, eux, ce sera du full KYC pour tout le monde. Donc, je pense que John a répondu. Je sais pas s'il y a d'autres choses à dire par rapport à ce sujet, sachant que j'imagine qu'on aura plus de détails et d'informations dans 20 jours, parce que Nicolas sera à Surfing et il nous fait un speech littéralement là-dessus. Donc, à voir. Si vous avez des questions, ce sera sûrement à lui qu'on pourra aller très dans les détails là-dessus. Eh ben écoutez, nickel. Je vois qu'il y a des cœurs, mais pas de répliques. Si vous voulez prendre la parole, allez-y. Sinon, on va enchaîner sur le sujet 3. Sujet 3 que j'avoue que j'ai eu du mal à comprendre, mais il semblerait en gros que on aimerait discuter ou parler du risque que les organismes du coup qui créent des stablecoins finalement se mettent ensemble, se créent une sorte de méga communauté, un lobby, et parce que du coup ils ont plein de pouvoir, parce qu'ils sont extrêmement forts sur la création par exemple d'actifs avec Taro ou d'autres trucs comme ça, qu'ils aient la capacité d'influencer un peu trop Bitcoin. Alors John ou Lounas ou Guillaume, dites-moi si j'ai pas compris le sujet, mais c'est ça le débat qu'on veut avoir. Et moi je suis en mode ok, ils pourraient, mais finalement, est-ce que c'est pas la même chose que les échanges? Et est-ce que c'est pas ces gens-là qui sont finalement des échanges? Donc, est-ce qu'on repart pas sur le même débat, à quel point les échanges ont un pouvoir ou pas? Vas-y, Guillaume. Alors en fait, l'idée, c'est que c'est parti d'une discussion qu'on a eue avec Fanis, qui fait que voilà, il va y avoir ETH qui va passer en proof of stake. Il y a de grandes chances que les mineurs sur Ethereum fassent un fork pour créer leur ETH proof of work. Donc on va se retrouver avec 2 ou 3 versions d'Ethereum pour faire simple. Une version ETH proof of work, une version ETH POS. Et donc évidemment, vu qu'il y a un fork, tous les assets seraient dupliqués en 2. La question étant, évidemment, vu que les stablecoins ont besoin de réserves pour chaque dollar qu'ils émettent, si tu dupliques le supply par 2, il y a un problème. Donc, de leur point de vue, ils vont devoir supporter officiellement une version. Et vous vous doutez bien qu'ils vont pas supporter la version Proof of Work, qu'ils vont tous supporter logiquement la version POS. Ce qui fait que finalement, en fait, ce qui se passe, c'est que c'est les personnes, c'est les USDC, les Tether, etc., qui émettent des stablecoins, qui décident finalement de ce qui se passe sur Ethereum. Parce qu'au final, les gens sont obligés de suivre les émetteurs de stablecoin. Et donc, on voulait aborder un sujet sous le prisme de il y aura peut-être des stablecoins un jour qui vont être émis sur le Lightning Network ou sur Bitcoin ou peu importe. Et c'était juste pour réfléchir aux conséquences que ça pourrait avoir pour nous et d'éviter de faire les mêmes erreurs parce qu'aujourd'hui, voilà, la chaîne Proof of Work a aucune chance de survie
précisément parce qu'il y a deux entités, Tether et ESDC, qui décident d'aller suivre le POS. Donc c'est un sacré sujet. Et moi, je vais devoir vous laisser en débat parce que je dois partir. Mais voilà, j'espère que c'était un assez bon résumé. C'est très clair. Au moins, on a clairement, j'ai tout compris et je vois ce que vous voulez faire. J'étais pas dans la discussion à la base et Fanny ce n'est pas là, donc on a perdu les deux personnes qui lançaient le débat. Guillaume, merci d'être passé. On se capte semaine prochaine, sinon à Surfing. Théo, je vois que tu as la main levée et que tu as tout de suite compris l'enjeu. Je pense que tu as des choses à dire. Vas-y. Ouais, non, c'était juste pour faire remarquer que c'est un cas qui avait déjà été envisagé par Lynn Alden dans une de ses newsletters et où effectivement elle expliquait que en fait aujourd'hui les plus gros émetteurs de stablecoin, que ce soit Tether ou Circle, ils ont la possibilité d'empêcher un fork sur Ethereum justement pour cette raison. C'est-à-dire que comme le disait très bien Guillaume, si vous vous retrouvez avec deux chaînes et deux fois les coins, en fait c'est Tether qui décide au niveau de son treasury j'assure la rédemption de quel coin sur quelle chaîne. Et donc, il décide en gros quel complexe DeFi ne va plus du tout fonctionner parce qu'il sera plus backé par aucune réserve fiat. Et c'est vrai que du coup, je trouve que le débat posé par Guillaume et Fanny, si j'ai bien compris, du coup, est vachement intéressant parce que ça te montre qu'à partir du moment où tu as une dépendance à un émetteur extérieur, même si c'est juste en tant qu'unité de compte, bah, tu n'as plus en fait de possibilité d'avoir la communauté qui choisit pour un fork parce que tu as trop de financial value qui est tied à un ou deux émetteurs et que donc ça te réintroduit un point de centralisation et que tu perds énormément des avantages. Ceci étant, j'ai pas trop de réponse à apporter à ça, si ce n'est que, comment dire, du coup, la chaîne Proof of Work, en tout cas, qui pourrait résulter du fork Ethereum, en gros, toute la DeFi qu'il y a dessus, elle pourrait pas fonctionner, quoi. Angel? Je vais étendre même le débat parce qu'en fait, souvent, tu sais, dans tes vidéos, enfin, ou des personnes sur ton Discord te posent la question, vous allez voir, je vais partir un peu loin, mais on va vite y retomber. Disent, bah oui, non, mais si une entité crée 10 000 nodes sur le réseau Bitcoin, est-ce que, etc., il peut prendre le contrôle du réseau? Et ce qu'on leur répond, à juste titre, c'est que pas tant le nombre de nœuds, mais c'est le nombre de nœuds économiques, donc qui sont contrôlés par des acteurs économiques qui font du volume économique sur la chaîne, qui en fait définit quelle est la chaîne sur laquelle les mineurs ont intérêt à travailler. Et donc ça veut dire que on peut se retrouver, en fait, ce qui marche bien, c'est quand les acteurs économiques sont très différents par nature et que voilà, le volume économique soit échangé entre plein d'acteurs différents. Et ce qui se passe, c'est que là, quand on parle des stablecoins, c'est que les émetteurs de stablecoins, ce sont des acteurs économiques, mais qui ont un poids gigantesque, et tellement gigantesque qu'en fait, en gros, ils peuvent décider de vie ou de mort sur telle ou telle chaîne pour des raisons qui leur sont propres. Donc c'est assez intéressant parce que finalement, le choix des acteurs économiques, le choix des acteurs économiques, en fait, il existe déjà sur Bitcoin, mais les émetteurs de stablecoin sont des acteurs économiques beaucoup trop puissants, à mon sens, et d'où sur lequel il faudrait peut-être se méfier sur Bitcoin. Donc c'est vrai, effectivement, une bonne expérience, même si bon, finalement, ça va être le poste qui va remporter. Je crois qu'il n'y a pas trop de doute là-dessus, mais ça permet de réfléchir autrement sur Bitcoin. Session? Ouais, moi je voulais dire, du coup, la vulnérabilité, elle est beaucoup plus grosse que juste des émetteurs de stablecoin. C'est vraiment toutes les personnes qui vont émettre des tokens, en fait. Parce que du moment que le token va avoir un fonctionnement centralisé, c'est-à-dire que ça va être le point de vue du créateur qui va jouer, à moins que voilà, il y ait un fork du token, etc. Mais du coup, ça fait une déstabilisation, etc. Mais ouais, je sais pas si c'est clair, mais pour moi, ça paraît encore plus grave que ça, quoi, du coup. Je dirais que les tokens, c'est très individuel, ça fait pas une masse de volume et tous les tokens sont adossés au stable d'une façon ou d'une autre, surtout sur la DeFi. Donc en fait, là, tu arrives
un niveau en dessous dans la pyramide. Donc, si les stablecoins décident un changement, les mecs des tokens n'ont pas grand-chose à dire. C'est là où je dirais qu'ils ont moins d'importance. Ouais, puis les tokens, c'est les exchanges en fait qui vont décider. Parce que si tu dis, moi je suis créateur du shitcoin XYZ et finalement en fait mon vrai coin c'est celui qui est sur la chaîne Proof of Work d'Ethereum et que Binance et FTX te disent bah non ta gueule, moi je reconnais que des coins qui sont sur la chaîne POS Ethereum, bah en fait tu vas forcément devoir conserver comme token celui qui est sur la chaîne POS Ethereum quoi. Pas fou. Bonjour Fénis, merci de nous avoir rejoints. Attends, moi je reviens sur la base sur les problèmes des gros émetteurs. C'est parce qu'aujourd'hui, en gros, on a quand même que 2-3 personnes qui détiennent la majorité du volume des stablecoins. Donc, la solution pour Bitcoin et à prendre des erreurs d'Ethereum, c'est, comme Galois essaie de le faire, de permettre que plein de personnes créent leur propre stable. Est-ce que c'est la seule solution que je vois? Parce que clairement, est-ce que quelqu'un a une solution? Je sais pas, Fanny, c'est toi qui as lancé le débat avec Guillaume. Juste pour répondre, si je ne trouve pas que ce soit une solution, parce que c'est des dollars synthétiques, donc c'est pas. Je vois ce que tu veux dire, mais derrière, c'est comme c'est pas backé par une réserve, c'est quand même un chouïa, c'est quand même un cran en dessous à mon sens. Les dollars synthétiques de Galois sont back par 100% des bitcoins. Hein. Il n'y a pas de dollars, mais il y a des bitcoins pour chaque dollar synthétique. Ouais, déjà, c'est fully backed, hein, c'est juste c'est backed par des bitcoins, donc limite, c'est encore mieux. Et par rapport à ça, moi, j'aurais tendance à rejoindre Roxy, parce que, en fait, aujourd'hui, USDT, USDC, etc., entre guillemets, ils admettent pas vraiment de concurrence, parce que les stablecoins ne sont pas fongibles entre eux. Donc, du coup, on n'a pas de raison économique d'avoir 20 émetteurs de stablecoins différents qui se fassent un peu concurrence comme Hayek l'aurait voulu et qui finalement essayent d'être le mieux collatéralisé possible, etc., etc. Et finalement, du point de vue de l'utilisateur, un dollar reste un dollar. Un USDT, c'est pas un USDC. Et il y a des coûts de friction, il y a des coûts de transaction, etc., des coûts de swap. Et donc, avec le système de Burtay, vu que c'est uniquement basé sur Bitcoin comme collatéral, sur Bitcoin pour les transferts et sur des marchés très liquides d'inverse swap pour gagner la stabilité, en fait, en partie, ça a moins de chances de converger vers des émetteurs trop centralisés. C'est juste ce que je voulais dire. Après, peut-être que ça a aussi beaucoup d'influence, mais à mon avis, à un moindre degré, par design. Si c'est intercompatible. Enfin, si tu peux librement prendre tes contrats, te barrer avec ou non mais ça c'est sûr. Je vois pas de. Honnêtement, je me suis un peu penché sur la question moi personnellement avant de connaître son système. J'ai regardé un peu leur code. Déjà, je crois que c'est le cas. Et de toute façon, tu n'as pas de raison ni technique ni commerciale de faire en sorte que ce soit pas fongible, parce que pour tous tes transferts et tout, tu vas toujours passer par Bitcoin ou la / Lightning. Et du coup, genre, en fait, tu n'échanges pas de tokens entre eux. C'est juste que, on va dire que tu pegs à un endroit, tu dépègues et tu repegs à un autre, quoi. Ouais, je suis assez convaincu. Tanis, peut-être que tu as ton mot à dire sur ce débat que tu as lancé. Hein. Bah non, enfin, parce qu'en plus je le prends un peu au vol, donc je sais pas trop ce que vous avez dit avant. Moi je trouvais ça intéressant parce que c'est une vieille discussion en fait. À chaque fois que quelqu'un veut faire des tokens et notamment des stablecoins directement sur Bitcoin, il y a toujours ce spectre qui est agité, qui est celui du poids qu'auraient les entités qui issue des stablecoins en cas de fork. Et donc moi je trouvais ça juste intéressant de lever le sujet cette semaine, vu que c'est en train d'être pas mal discuté côté Ethereum. Et puis ça va être surtout très intéressant d'observer ce qui se passe et si effectivement, comment ça se résout au niveau du merge là, dans les mois ou les années qui viennent, puisque bon, qui sait quand est-ce qu'aura lieu le merge. Soon. Quelle mauvaise langue. Ouais. Je vais vous proposer, si vous voulez, je lance mon stablecoin. C'est backé juste par moi-même et il n'y aura pas d'audit. Comme ça, au moins, c'est réglé. Bien, je suis désolé, on a déjà le Moula Coin, c'est pas possible, c'est déjà pris. Merde. Ouais, c'est gentil l'improvisation. Ok. En tout cas, ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, du coup, le problème n'est pas sur Bitcoin. Ou est-ce qu'on a un truc un peu similaire qu'on pourrait assimiler à Bitcoin en cas de fork non avec pas un consensus? Non, par contre, ce qui est intéressant, c'était de voir si on regarde d'un autre angle sur la block size war et puis les forks avec Bitcoin Cash.
Si on se lave un peu le cerveau, on imagine que des gros exchanges se disent en même temps, non, en fait, finalement, c'est Bitcoin Cash qui va s'appeler BTC. C'est plus difficile parce que ça demande de la coordination, etc. Mais tu vois ce que je veux dire potentiellement, dès qu'il y a un fork un peu contesté, faut pas non plus se dire le problème n'existe pas et dire bon, je vais dormir sur mes 2 oreilles tranquille. À chaque fois, c'est un jeu d'activité économique, etc. Donc, je pense que c'est un bon exemple et je pense qu'il ne faut pas se dire non plus qu'il y a zéro risque sur Bitcoin. C'est aussi à nous de faire vivre ça. Ce que tu essaies de dire, c'est qu'en gros, même si on a gagné la block size war, on n'est pas à l'abri d'une deuxième. Et finalement, si on considère que c'est sûr, c'est les nœuds qui gagnent, on se bouge pas le cul et du coup, finalement, c'est eux qui gagneront cette fois-ci. Enfin, faut pas perdre l'idée que les exchanges, c'est aussi des nœuds, c'est aussi de la volumétrie économique. Donc, c'est pas dire oui, j'ai mon nœud, quoi. C'est est-ce que de manière commune, on est capable de s'imposer en tant qu'acteur économique, puisque en fait, les utilisateurs, même quand tu n'utilises pas ton nœud, finalement, s'il y a 2 exchanges qui se battent en disant moi c'est telle chaîne et c'est telle chaîne, t'as potentiellement avant le fork les utilisateurs qui vont migrer de tel ou tel exchange pour faire leur volume économique. Donc ça se limite pas que au nœud, tu vois, enfin que simplement au nœud technique, quoi. C'est vraiment l'activité économique en tant que telle. Ouais, je vois. Ce qui me fait peur, moi, c'est se dire si, en effet, bon, il y a un début d'hyper-bitcoinisation, dans 5 ans ou 10 ans, les volumes, ça va être en ordre de magnitude 10, 100 comparé à actuellement. Je veux dire, si toute la finance traditionnelle s'y met, si toutes les banques s'y mettent, les volumes vont tellement exploser et ces gens-là ont tellement des poches infinies qu'on peut se retrouver avec un vrai souci en mode finalement le plebs n'a plus aucune force d'un point de vue. Et ça, c'est un truc qui me fait assez peur si on n'arrive pas à créer les bons outils assez rapidement. Je pense qu'il y a également une idée d'ethos où effectivement des gens qui disent oui, il faut que Bitcoin, à partir d'aujourd'hui, ou enfin ouais, presque aujourd'hui, enfin, doit ne plus évoluer, enfin ce qu'on appelle l'ossification, pour lequel je suis pas en phase, hein, mais l'idée c'est de dire que plus on accélère l'ossification du protocole, et plus on défend cette ossification, et moins des gros acteurs auraient cette possibilité de pouvoir. Ils pourraient techniquement le modifier, mais ça n'aurait pas l'impact qu'ils souhaiteraient avoir. C'est l'idée un peu derrière l'ossification, hein. C'est une des raisons, c'est pas la seule d'ailleurs. Mais donc voilà, quoi. C'est à terme, l'idée c'est que justement chaque changement soit de plus en plus difficile à adopter. Ouais, et donc ils pourraient jamais changer en bas, ils pourront changer qu'en haut de la pyramide. Donc les dernières couches de Lightning, par exemple, aussi aujourd'hui, mais on pense les trucs en layer 2, 3, 4, 5. Et si un de nous, plebs, qui suit les cours de l'académie jusqu'au niveau 5, 6 et 7 et master, il pourra interagir directement avec Bitcoin sans souci et passer à travers toutes les mailles juridiques, légales ou la compétition des géants, parce que finalement c'est toujours open. Ok. Ok, bon, débat intéressant. Ok, Fanny, Guillaume, j'ai compris le sujet maintenant. Désolé aux auditeurs pour le manque de clarité au début. Comme je l'ai dit au début, je vois la mer d'ici, donc c'est compliqué de se concentrer chaque semaine. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut faire encore une dernière remarque? Sinon, ça fait 1 heure. Je pense on va clôturer le space ici. Eh ben écoutez, parfait. Eh ben écoutez, dans ce cas, les amis. Ah, Fanny, t'as commencé à parler? Non, je veux dire que c'était vachement bien ce space voilà, c'est cool qu'il ait duré pile 1 heure, parfait. Si ça arrange tout le monde, si ça arrange tout le monde, t'inquiète pas, on peut les faire plus courts la prochaine fois. C'était pas 30 minutes à la base, les space? Ouais, on a lentement dérivé. Je crois qu'on avait fait 30 minutes au début, et puis après on est parti vers les heures et demie, et là on arrive à retourner vers l'heure à peu près. Il me semble que ça, c'est une légende ou un mythe, quelque chose comme ça. En règle générale, comme c'est moi qui les monte, c'est 1h10. Je sais à peu près le temps qu'on prend. En moyenne, c'est 1h10 les space. Sachant qu'il y a la moitié, c'est des conneries que Lounès dit. Donc, c'est pas grave.
Les amis, je vous dis au revoir. Semaine prochaine, c'est moi qui vais host également parce que je suis 100% taf tranquille tout seul, donc avec plaisir je le ferai. Et après c'est surfing, donc surfing. Non, attends, il y a 2 week-ends au surfing. Bref, dans tous les cas, on se retrouve prochainement. N'hésitez pas à passer par l'académie, donner des feedbacks et regardez les liens dans la description si vous voulez donner des feedbacks donc ou par rapport aux formations qui doivent être faites. Donc en gros, vous verrez un document tout propre que je vous aurai fait avec les formations prioritaires que j'aimerais faire, le curriculum. Vous pouvez mettre vos petites notes, faites des commentaires, rajouter des chapitres, dire d'approfondir tel sujet, ça c'est trop poussé, bref. Vous le savez, c'est communautaire. Donc, si vous avez 15 minutes, 1 heure ou un petit quart d'heure ou 3 ou 4, passez là-bas, donnez des feedbacks, créez des formations. Merci beaucoup à vous tous d'être ici. N'oubliez pas de liker, partager. Abonnez-vous à la newsletter si c'est pas fait. Et merci John, Théo, Lounès, Fanny, Guillaume, Yves et Session d'être passé parler. Bisous. Merci tout le monde, bisous. Bisous, merci. Merci d'avoir écouté la vidéo. Pour nous suivre sur les réseaux, c'est Découvre Bitcoin. Un grand merci aux Patreon, aux personnes qui font des donations ou qui nous soutiennent via le e-commerce pour qu'on puisse continuer à fournir des formations, tutoriels et interviews gratuites en 3 langues. Pour plus d'informations sur Bitcoin ou pour n'importe quelle autre question, rendez-vous directement sur www.découvrebitcoin.com. On se retrouve pour la prochaine vidéo. À bientôt les amis!